Bonsoir chers téléspectateurs, amis fidèles d'Expression. Cette émission qui donne la parole à l'ensemble des acteurs de la culture négro-africaine sous toutes ses formes. Aujourd'hui, j'ai encore mes compagnons, mes fidèles compagnons Innocent Kouran. Innocent, bonsoir. Bonsoir Paul. Souley Agara, Souley, bonsoir. Bonsoir Paul. Voilà, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons vous parler de la mort de Tchaka, de Seydou Badian. En cela suivra un documentaire de Lobé Ndiaye, une auteure, réalisatrice et formatrice. Et ensuite, nous terminerons par la chronique de Souley, les conséquences du Covid-19. C'est bien ça? Oui. La mort de Tchaka, de Seydou Badian. On va laisser Souley nous présenter l'auteur Seydou Badian. Oui. Seydou Badian Kouyaté est né en 1928 au Mali. Il obtient un doctorat de médecine en 1955 à Montpellier, en France. Rentré au Mali, il est médecin de circonscription et il milite activement en tant qu'homme politique au sein du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Il obtient diverses fonctions ministérielles dans son pays, mais est arrêté à la suite d'un coup d'État en 1968. Il passe 7 années en détention, puis est libéré en 1975. Il publie, sur le plan de l'écriture, il publie son premier roman, Sous l'orage, en 1957. Le sang des masques, en 1976. Noces sacrées en 1977, La mort de Tchaka en 1961. En 1964, il publie un essai, Les dirigeants africains face à leur peuple. Et enfin, La saison des pièges en 2007. Il décède le 28 décembre 2018 au Mali, après avoir obtenu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Merci Souley pour cette brève présentation du reste. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire cette pièce de théâtre publiée en 1961. Alors tout de suite, la première question qui me vient en tête comme ça, vous le savez, il y a plusieurs versions. La version de Senghor, de Thomas Mofolo, de Seydou Badian et d'autres. Pourquoi plusieurs versions? Tchaka est un personnage historique qui ne laisse pas les historiens ou les hommes de lettres indifférents. Il a été une grande source d'inspiration. Effectivement, il y a plusieurs versions. Il a inspiré des auteurs africains dans la francophonie comme des auteurs anglophones. Il y a donc cette possibilité chez lui de voir dans ces différentes versions des réécritures. Parce que le personnage, en tant que personnage historique, c'est un peu le Napoléon africain ou l'Alexandre africain. Un grand conquérant, un personnage historique qui a marqué son temps, qui a marqué, l'histoire précoloniale. Et il est bon pour la mémoire que les générations futures s'en imprègnent, s'inspirent de cette expérience-là. Je crois même que ça a été porté à l'écran, des films ont été tournés, et notamment une série qui a eu beaucoup de succès dans les années 70-80. C'est un grand succès, c'est une grande source d'inspiration. D'auteur en auteur, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la version feuilleton radiophonique même. Feuilleton radiophonique. Exact. Voilà. Et puis, beaucoup d'écriture avec un mélange de genres, poésie, légende, épopée, conte, théâtre. Vraiment, c'est une grande source d'inspiration. C'est vrai que l'histoire de Tchaka a inspiré tous les artistes appartenant à tous les genres d'expression. Et Tchaka, c'est quelqu'un qui controversé, d'accord, mais qui a inspiré et qui inspirera encore. Je suis sûre qu'il y aura d'autres artistes, d'autres générations, des siècles à venir qui auront à écrire encore sur Tchaka en s'exprimant de la façon avec laquelle on s'exprimera à leur époque. Qu'est-ce qui caractérise, quelle est la spécificité de cette version? Nous avons une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, c'est le genre littéraire. La pièce de théâtre, c'est le genre littéraire qui est destiné à être joué.
Et nous avons par rapport à ce que nous propose Seydou Badian, une forme classique qui rappelle le théâtre 17e. Où il fallait obligatoirement 5 actes. 5 actes, nous avons, n'est-ce pas, nous avons 5 tableaux. Cela montre à suffisance la culture à laquelle, les cultures auxquelles appartient Seydou Badian. Bien sûr, il a été à l'école française, ce qui veut dire qu'il y a cette culture occidentale, judéo-chrétienne, pour laquelle la perfection du théâtre était en rapport avec le XVIIe siècle. 5 tableaux, 5 actes. Mais à l'intérieur de ces tableaux-là, nous n'avons pas de scène. Et justement, on voit l'expression traditionnelle du genre oral, de la culture, des cultures africaines. Là où celui qui dit le texte dans l'oralité, que ce soit pour le proverbe, pour le conte, il dit le texte comme il le sent. Un même texte sera dit de façon identique, mais les spectateurs sentiront, n'est-ce pas, le message de différentes façons, suivant les performances du conteur, suivant les performances de celui qui s'exprime. Et justement, nous n'avons pas dans la mort de Tchaka de Seydou Badian, nous n'avons pas beaucoup de didascalie, très peu de didascalie, ce qui veut dire qu'il y a une large part de liberté qui est laissée au metteur en scène. Il y aura beaucoup de travail technique par rapport à tout ce qui tourne autour de cette pièce-là pour la mise en scène, avec les costumes. Nous n'avons pas de décor. D'accord ? Nous n'avons pas beaucoup d'indications scéniques. Et là, c'est la liberté que donnera Seydou Badian au travail de la mise en scène ou au travail de tout ce qui tourne autour de la performance en rapport avec la mise en scène et en rapport avec le fait que cette pièce va être portée sur les planches. Par rapport à cela, dès le début, et ça c'est en rapport avec la forme et la mise en scène et le jeu du comédien, parce que le comédien il sera appelé à être performant pour faire sentir au spectateur ce que Seydou Badian n'a pas proposé, il l'a fait à dessein, ça c'est sûr, d'accord. Après, quand on regarde la structure de la pièce, quand on regarde les idées qui sont proposées tout le long de la pièce, on voit d'abord qu'au premier tableau, on sait ce qui se passe. Dès le début, on sait que Tchaka va mourir. En dépit du titre, même sans le titre, dès le début, on sait que Tchaka va mourir. On voit, n'est-ce pas, l'issue dramatique. On voit ici, c'est une tragédie déjà. À la page 194, il est dit, il est question de se débarrasser de lui, on le sait. Deuxième tableau, à la page 208, nous avons la confiance des généraux. Tout le monde est d'accord pour le faire mourir. Troisième tableau, page 232, nous vivons une situation à part, une situation pénible. Ils n'ont pas envie de le faire mourir, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils veulent libérer Tchaka de sa souffrance, parce qu'il souffre, Tchaka. Et moi, avec ses souffrances, il me rappelle Christophe, qui souffrait aussi parce qu'il aimait son peuple. D'accord ? Et quatrième tableau, nous voyons, c'est à la page 231. À la page 231, nous voyons, c'est une chose, c'est que le pouvoir est comme une source claire et limpide. On la regarde, on s'y regarde, on admire sa simplicité. J'ai voulu enlever cette tête à mon peuple, mais elle est difficile à vaincre. Et il dit, l'homme est un animal à deux têtes. L'une s'appelle la grandeur, l'autre la médiocrité. La grandeur naît dans les sacrifices, dans la douleur. La médiocrité, elle pousse sur la paresse, sur l'insouciance, sur les plaisirs. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin ? Mais je sais que Tchaka ne mourra jamais. Tchaka, c'est par rapport à sa doctrine, c'est par rapport à sa vision humaniste, en parallèle avec tout ce qu'on n'apprécie pas. Bien sûr, c'est le côté de Tchaka qu'on n'apprécie pas, un personnage très controversé, mais il a envie de faire du bien. Maintenant, on le dit, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Et nous avons le cinquième tableau où la réponse de Tchaka. Et enfin, Tchaka, on nous dit, c'est la didascalie,
l'une des plus longues, sinon la plus longue, qui nous dit comment Tchaka meurt. D'accord? Mais, rideau, on ne voit pas son corps, on ne le voit pas mourir. On ne voit pas le cadavre. Et ça, peut-être que c'est une envie de vaincre l'afro-pessimisme, de voir le mort et dire qu'il va mourir. Je pense qu'il y a une énorme différence par rapport au théâtre. Oui, la tradition africaine ne voudrait pas qu'on expose le corps du roi. Hein. Voilà. La mort de Tchaka. Est-ce que ce titre ne traduit-il pas une vision pessimiste sur l'histoire de ce personnage? Moi, je voudrais, par rapport à la question des innocents, rebondir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure et qu'on a senti. C'est vrai que cette pièce de théâtre est intitulée La mort de Tchaka. D'accord? Pourquoi effectivement cette question-là est pertinente? Parce qu'elle l'a lu tout à l'heure, pour moi, c'est peut-être une mort physique, mais sur le plan idéologique, c'est que Tchaka a inculqué à son peuple cette ardeur dans la bataille, dans le combat, dans la recherche du bonheur, etc., même si c'est controversé, hein, dans la recherche de la dignité, parce qu'il est issu, il a vécu dans son enfance des souffrances. D'accord? C'est peut-être cela qui l'a influencé et qui a fait qu'on a mis en avant un peu son côté peut-être hyper violent. Mais Tchaka meurt physiquement, mais l'idéologie de Tchaka, les enseignements de Tchaka vont subsister. Alors donc pour moi, c'est une vision qui est pessimiste, parce que ce que Tchaka laisse, ce que Tchaka apprend aux générations futures, n'est pas mort. Tchaka vit aujourd'hui. Et nous, on cherche à le faire revivre davantage. Mais il le dit, n'est-ce pas, quand il s'exprime dans le 4e tableau, il dit que Tchaka ne mourra jamais. J'ai eu à lire cette partie-là. Et justement, au 5e tableau, à la fin, avant le rideau, qu'est-ce qu'il dit? Vous m'assassinez pour prendre ma place. Moi, je pense que le fait que Tchaka dise cela, c'est une vision pessimiste. Oui, mais cette vision pessimiste-là, oui, elle est surclassée par le fait justement que les rideaux s'abaissent. On ne voit pas le corps de Tchaka. C'est peut-être une suggestion, comme quoi peut-être Tchaka est mort physiquement, mais ses idées vont perdurer. Moi, c'est comme ça que je le sens. Et Tchaka est mort comme Sankara est mort, Tchaka est mort comme Lumumba est mort, Tchaka est mort comme Christophe est mort. Avec Christophe, il y avait une pointe d'espérance. Parce qu'il y avait Congo. Quand il mourait, il parlait à Congo. Et Congo qui est supposé être ce jeune garçon-là qui va prendre sa place. Avec Tchaka, il y a d'autres Africains qui prendront la place parce que justement, ces généraux-là n'ont pas eu d'art, ils n'ont pas eu de texte ou bien de version artistique pour pérenniser leur action. Ce qui veut dire que ce général n'existe plus, c'est Tchaka qui sera éternellement vivant. Ok. Après donc cette lecture du titre, il est bon qu'on s'intéresse au personnage principal, qu'on ne découvre qu'à partir du 3e tableau ici. En fait, qui est Tchaka? Tchaka, Zoulou, est né en 1787 et est mort en 1828. Il fut le roi des Zoulous de 1816 à 1828. Fils de Senga Gahona Kajama, pardon pour la lecture, et de Nandi Kabebe Elangeni. Il a été un vaillant soldat et stratège militaire qui, dès qu'il a accédé au trône, a entrepris des conquêtes et a fondé le royaume Zoulou suite à ses nombreuses conquêtes et aux stratégies qu'il a apportées à l'armée Zoulou. Il est devenu une véritable machine de guerre et véritable maître d'œuvre de la puissance Zoulou. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'histoire de... Mais on s'en tient à ça, comme ça les gens iront relire. Merci, justement. Oui. Mais toujours dans la présentation du personnage de Tchaka, Tchaka est présenté comme dévoré par une soif inextinguible de sang. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Oui. Ce personnage, comme on l'a dit entre-temps, s'il est un personnage controversé, est-ce que c'est l'archétype du dictateur, des dirigeants tyrans qui martyrisent leur peuple, ou est-ce un grand combattant pour la liberté?
Keïti. Parce que je pense que leur mort, sa mort, comme la mort de Christophe, comme la mort de ces grands héros, c'est des morts qui sont provoquées par leur démesure. Tchaka meurt parce qu'il y a chez lui une certaine démesure. Il n'a pas su conjuguer avec son peuple. Il a régné sans partage. Mais en dépit de cette façon d'apprécier Tchaka qui est normale, hein, qui est acceptable, en quoi Tchaka est-il un stratège alors? Parce qu'il n'a pas été que négatif. Ah non, là c'est un grand maître en matière de stratégie militaire. Là, il est exemplaire, c'est sûr. Hein, il a plein d'astuces, il s'est anticipé, et puis c'est un homme d'action. D'abord au niveau de la conception, il est fortement présent, il conçoit à chaque fois des plans de guerre. Et il est sur le terrain, il ne se contente pas d'être un chef d'état-major, il est également sur le terrain. Là, en tant que militaire, il est exemplaire. Moi, je voudrais même que les téléspectateurs regardent ce tableau, justement, de cette tête de buffle qui symbolisait la stratégie de Tchaka Zulu, que je vais expliquer. Hein. Ouais. Donc, cette tête de buffle, hein, c'est composé de quatre corps, d'accord? Et il y a deux ailes qui forment les cornes du buffle. Et deux corps centraux placés l'une derrière l'autre, c'est-à-dire le crâne, opérant en mouvement tournant, d'accord? Alors l'une des ailes attaque tandis que l'autre se cache et n'intervient que lorsque le combat est engagé. Ces ailes sont composées de jeunes guerriers, ardents et agiles, qui harcèlent l'ennemi pour le rabattre vers le centre. Mais comme les cornes se regroupent, se recourbent, donc l'ennemi ne peut plus se retirer, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est justement à ce moment que là, dans le centre, des guerriers expérimentés qui attendaient, qui sont embusqués, s'élancent et prennent l'ennemi en étau. D'accord? Et ça constitue une sorte d'arrivée de soldats frais. D'accord? Et si cette victoire tarde à se dessiner, il y a justement les vétérans qui sont assis, le dos tourné au combat, pour ne pas voir peut-être les pertes, etc. Et on fait appel à eux, ils interviennent et ils mettent fin au combat de manière victorieuse. C'était un grand guerrier. Voilà, je crois que ça, on peut retenir ça. Oui, malgré son savoir-faire militaire, il y avait quand même des divisions aussi dans son camp. Pourquoi y a-t-il division entre les hommes de Tchaka? Je crois que cette pièce de théâtre montre également toute la nature humaine. Hein, des généraux qui n'ont pas la même ardeur que Tchaka Zulu, des généraux qui sont mis par des intérêts en fin de compte, ils ont envie de s'arrêter, ils ont envie de souffler, ils ont envie de profiter des joies de la vie, etc. Maintenant que Tchaka avait conquis un territoire aussi grand que la France, je pense que ça traduit. Après, en même temps, il y a des trahisons, il y a des gens qui veulent continuer à soutenir Tchaka. Pour moi, l'histoire de Tchaka, c'est l'histoire de la vie. Oui, c'est le propre de... C'est ce qu'on remarque dans l'exercice du pouvoir politique. Il est très difficile. On peut gagner, on peut obtenir le pouvoir, mais pour le maintenir et le faire perdurer, c'est une autre paire de manches. Est-ce qu'au fond, la mort de Tchaka ne symbolise pas la fin des États forts, hein? Des États africains, armés, organisés, et donc la voie ouverte à la colonisation? Oui. Tu l'as dit, je crois que tu as commencé à en parler au début. Hein? Oui, sa mort, ça sonnait la fin de la résistance anticoloniale. Il meurt, et donc la voie est ouverte pour la pénétration coloniale. Et c'est ce qui va se passer. Il a préparé le terrain pour qu'on résiste à cette pénétration coloniale. Malheureusement, il n'a pas été suivi jusqu'au bout. Et donc, comme ce sont ses dernières paroles, il dit « Bon, je pars, je meurs, et bien les Blancs arrivent. » Voilà, il le dit, c'est à la page 253, avant qu'il s'écroule, avant qu'il y ait le rideau de fin. C'est trop tard. Le Goum, l'homme blanc est en marche, vous serez ses sujets. Donc voilà que Tchaka est un visionnaire, Tchaka est un prophète dans le sens historique du terme, dans la mesure où
il avertit ses généraux avant de partir. Et ce qu'il dit avant de partir, il le savait. Et voilà pourquoi il se battait, mais il n'a pas été suivi par le peuple. Il n'a pas été suivi pour des raisons diverses. Des raisons qui les fautes lui sont imputables d'une part, et d'autre part, c'est le peuple qui aime du pain et des jeux, et qui n'a pas voulu se battre comme il se devait avec Tchaka. Toujours est-il que, voilà, il a averti et ce qu'il craignait est arrivé. Ce qu'il a appelé Umlungu, comme tu l'as dit, l'homme blanc, l'arrivée de l'homme blanc. C'est le sort des personnages tragiques, des héros dans la tragédie. Ça finit toujours comme cela, incompris, et malgré sa grande vision, il y a comme un échec. Alors, la deuxième partie, comme je l'ai annoncé, c'est la présentation d'une dame appelée Lobé Ndiaye. Elle est auteure, réalisatrice, formatrice, avec un brillant parcours universitaire. Ce qu'on voudra proposer aux téléspectateurs, c'est un document, d'accord, un documentaire intitulé « Les fruits du grenier sur la créativité ». L'audace de la créativité était en Afrique. Il faut qu'on retrouve aujourd'hui l'audace de la créativité. Il faut aujourd'hui que les Africains cessent d'être des consommateurs et qu'ils soient plutôt des producteurs. Il faut que l'audace, la créativité, l'envie de savoir, de faire et de construire prennent le pas sur la fatalité des échecs passés. Tita est sculpteur, professeur d'art plastique et peintre au village des Arts. Sa démarche picturale est fondée sur le recyclage des matériaux de l'environnement. Pour peindre, il utilise des pigments naturels et de la pâte végétale obtenue à partir de malaxage de poudre, de fruits broyés, d'écorce avec de la sève de baobab. L'art est un dialogue permanent. Les artistes travaillent à partir de l'émotion, du partage, du talent et de la créativité. Il est très difficile aujourd'hui de se faire une place au soleil, mais je crois que si l'artiste croit en lui, si l'artiste sait qu'il y a beaucoup de choses qui l'attendent, aussi bien du point de vue de la recherche et du point de vue aussi de son comportement, il doit arriver un jour à réussir sa vie comme dans n'importe quel secteur où les gens peuvent briller. On ne doit pas se replier sur soi-même, mais on doit aussi s'ouvrir aux apports fécondants de l'extérieur. Et c'est ça qui est enrichissant. C'est quand même d'une certaine manière, à partir de ces expressions culturelles, que la place de l'Afrique dans la gouvernance culturelle mondiale est en train de se dessiner. Pour nos artistes plasticiens, je pense que ce sont des ambassadeurs de la sensibilité africaine, de la culture africaine, de la vision africaine sur la gouvernance culturelle mondiale. Séduit par le peintre surréaliste espagnol Salvador Dalí, Corentin Faye, jeune artiste peintre, a installé son atelier à Gorée et vit sur l'île.
Il a commencé à réaliser des tableaux de sable avant de se mettre à la peinture. Il s'exprime en figuratif comme en abstrait. À travers ses œuvres, l'universalité des races est omniprésente. Il fait des recherches sur la culture africaine, particulièrement sur les cultures dogon et berbères, à travers lesquelles il a pu percevoir la réalité mystique africaine. Son concept de métissage des races et d'universalité fait qu'il y a toujours un fond de jets de couleurs qui explose dans ses œuvres peintes à l'acrylique. Les pinceaux de Corentin racontent l'histoire de Gorée. Des couleurs et des esquisses pour dire la souffrance qu'a vécu un peuple réduit à l'esclavage pendant 300 ans. Et des formes pour fixer la mémoire collective, l'une des plus grandes tragédies de l'humanité. Gorée, c'est toujours le souvenir de moments difficiles. Déjà, quand on est dans l'île de Gorée, on a l'impression qu'on entend encore les pleurs, on entend encore les cris de ces jeunes filles, de ces vieilles femmes, de ces vieux hommes, de ces enfants, de ces jeunes robustes qui sont déportés aux Amériques, dans les champs de café, etc. Eh bien, on le sent quand on vient, quand les vagues soufflent dans Gorée, quand on entend les vagues dans Gorée, on entend en même temps les cris. L'esclavage, ça a été beaucoup plus grave que cela. Ça a permis la constitution de capitaux immenses en Europe qui eux-mêmes ont permis la conquête impérialiste et la colonisation de l'Afrique. L'esclavage a permis de construire l'Amérique, qui a été construite sur le génocide africain. Et l'inverse, ici en Afrique, la traite négrière et l'économie de la violence qui ont accompagné la traite négrière ont détruit les infrastructures économiques, ont créé un gap démographique et des désordres tels qu'il nous a fallu des siècles et des siècles pour nous reconstituer. Je pense que Gorée, c'est bien sûr le témoignage de tout cela, mais en même temps, c'est pour moi le témoignage d'une espérance infinie à l'homme noir. C'est-à-dire que ce que l'Afrique a subi, ce que les Africains, les Noirs africains ont subi, je pense que tout autre peuple à notre place aurait disparu. Si aujourd'hui la France a eu un vaste empire colonial, c'est grâce en grande partie aux tirailleurs sénégalais. Parce que l'Afrique a été au cœur de l'armée coloniale. Et tous ces tirailleurs qui ont été enrôlés, parfois même de force, ont lutté contre les Allemands pour libérer la France. Ceux-là même, ces tirailleurs sénégalais, maliens, tchadiens, centrafricains, burkinabés, il y a eu un nombre de 1280 qui sont rentrés, qui ne sont pas morts au front et qui sont rentrés au pays.
Ils ont tous été rassemblés au camp de Thiaroye. Ces tirailleurs, ces braves soldats qui ont sauvé la France, ils ont réclamé leur dû quand ils sont rentrés à Dakar. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ce 1er décembre 1944? À 3 h du matin, ils ont été réveillés en sursaut et ils ont été tous massacrés. Pourquoi? Parce qu'ils réclamaient leur dû. Tita n'est pas dans l'acquiescement, mais dans la recherche et le questionnement. Ces tableaux expriment la douloureuse mémoire du colonialisme et les souffrances de l'Afrique contemporaine. De la même manière, Corentin jette un regard sur le sort des réfugiés. Ce peuple typique sahélien, composé en majorité de femmes, de vieillards et d'enfants, fuit les zones de combat en espérant trouver un horizon lumineux et une stabilité sociale pour vivre en paix, en suivant inlassablement les bulles, symboles de liberté qui les guident et reviennent comme des leitmotivs. Les hommes valides, quant à eux, sont sur les zones de guerre. L'espoir du peintre est de voir les colombes apparaître à la place des obus de guerre. Ces événements douloureux qui sont en train de se passer à côté de chez nous et aussi dans la sous-région, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Moi, sincèrement, ça nous fait très 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 mal parce qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Et même, entre guillemets, si on dit qu'une solution a été trouvée, il y a la paix. Mais d'un jour au lendemain, tout peut aussi éclater. De l'observation des bulles de savon de son enfance qu'il n'a pas oublié, Corentin évoque à travers sa peinture le caractère fragile de la liberté et de la paix qui demeure difficile à acquérir, reconquérir et sauvegarder. La colombe a été choisie universellement comme symbole de paix. Et la colombe, bien sûr, elle est blanche. Donc le blanc, c'est la couleur de la paix. Et ça remonte depuis longtemps. Ce que disait la Genèse avec Noé, avec le déluge, Noé a lâché une colombe. Et la colombe est revenue une fois. Il y a aussi donc cette notion de liberté qui se dégage, surtout le tableau que j'ai peint sur Darfour, ce peuple qui va vers un village au lointain avec des bulles sur le chemin, donc espérant trouver cette liberté là-bas et aussi une paix. Depuis lors, cette colombe qu'on a choisie comme symbole de paix a été universalisée. Alpha Sow, céramiste, est surnommé le géant aux mains agiles. Il cherche l'argile brute dans une carrière du village de Tieki, sur la petite côte sénégalaise. Ses liens avec l'argile renvoient toujours à l'origine de l'homme sur Terre. Toujours à la tâche, le céramiste exalte chaque fois la noblesse et l'insondable énigme qui entoure la matière. Alpha Sow prolonge une vieille tradition. Les vestiges de l'humanité sont souvent en terre cuite. Les motifs des vases, inspirés par presque tout, parés de motifs divers, mettent en relief des insignes,
des totems et des emblèmes. Bonjour Tita. Bonjour Alpha. Comment vas-tu? Ça va bien mon cher ami. Ça va? Ça va bien. Bien, merci. Alors, comment tu vas? Ça va. Alors Alpha, la Terre. La Terre, elle est toujours vivante, la Terre. Mais oui. Alpha, tu sais, ce qui me lie à toi, c'est ce matériau si naturel, la Terre. C'est un symbolisme extraordinaire. Nous avons ici l'architecture de Mopti, les mosquées de Mopti, etc. C'est la terre. Nous voyons un mur, nous voyons les lézards qui serpentent ce mur. Vous voyez, donc, pour moi, tout est terre. Tout est terre. Même la femme, c'est la terre. Et la femme, c'est la terre nourricière. Ça, c'est l'architecture de Tombouctou. C'est toujours la terre. J'ai parlé de gargambossé, c'est la même texture. Le gargambossé aussi, c'est un fruit qui porte la même chose. Avec tout ce que je vois comme signe dessus, et je crois qu'en dehors du matériau et des tons qui nous lient, je vois aussi qu'il y a les signes que tu utilises aussi sur tes œuvres-là. Ce sont des signes qui appartiennent à l'esthétique africaine et à la tradition. Donc déjà, ces sortes d'épines-là qui sont des petits triangles tout autour de l'œuvre, ce sont des signes du rythme. Et parfois aussi, on voit qu'il y a des lignes, des courbes qui sont un peu les signes de la mélodie. Voyez. Et je crois que dans la plupart de tes œuvres aussi, on voit des signes qui sont rattachés à ça. Et ça ne s'arrête pas là. Les signes aussi permettent de comprendre certains codes de conduite que l'on insère dans le tissage. Mais Alpha, lui, il les insère sur son travail. Et donc, de la même manière qu'on peut lire sur les pagnes tissées des signes, on peut aussi sur les vases de Alpha, on peut lire aussi des signes qui peuvent être des codes de conduite, n'est-ce pas? Et donc là, c'est l'interpellation carrément des valeurs. Aujourd'hui, je crois que les artistes ont aussi le devoir d'intégrer dans leurs œuvres des choses qui peuvent permettre de réhabiliter certaines valeurs. Parce que les valeurs aujourd'hui sont en déperdition. Ici, l'espace circonscrit du bois sacré est revisité à travers une performance, la réhabilitation des valeurs qui sont inculquées aux jeunes générations. C'est aussi une mise en garde face à la mondialisation et les agressions subies à travers des images qui étranglent parfois nos identités et nos repères. La plupart des sociétés africaines ont pratiqué ou pratiquent encore ce qu'on appelle l'initiation, qui permet aux hommes, dans le cadre d'un processus bien maîtrisé, de s'approprier, de s'instruire de ce que leur communauté a élaboré depuis des siècles ou des millénaires. La forêt sacrée, c'est un des espaces dans lesquels cette initiation peut se faire à travers l'apprentissage, non seulement des secrets de la nature, mais aussi des mythes, des rites et des connaissances qui sont propres à la communauté qui a décidé, à travers cette forêt sacrée, d'organiser la didactique de la transmission des connaissances traditionnelles. Tout en associant les couleurs rouge, bleu et noir qui relèvent d'un fait purement artistique, le peintre agrémente des collages sur toile de jute et des photos, comparables à cette jeune fille qui reçoit avec allégresse entre les mains ce don précieux de la nature, l'eau, source de vie.
Tita va à la découverte de l'île de Gorée, lieu de mémoire qui porte encore les empreintes du passé. L'île est également une terre de méditation et de recueillement. Elle est aussi source féconde de réflexion et d'inspiration. Hello, Tita. Ça va. Ça va, toi bien, toi? Ça va bien. Ça va, toi bien? Bienvenue chez nous. Merci. Ça va bien? Tu vas bien? Bien. Ah bah, c'est plaisir de te revoir. Et le travail? Bien, ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Ça va, toi bien? Ça va. Ça va, toi? Bienvenue chez nous. bien, Là, oui, je vais te montrer le réel espadon. Allez, on y va. Allez, ok. Tita et Corentin se dirigent vers le relais de l'Espadon, résidence de l'ancien gouverneur français de Gorée. À travers l'architecture défraîchie, c'est l'histoire de peuples meurtris qui est racontée. Ils laissent libre cours à leur inspiration. Le fruit du grenier jaillit. Une heureuse symbiose et une véritable passerelle lient les deux artistes. L'art n'a pas de frontières. Tant qu'ils pourront conserver l'espace qui leur permet de gérer un peu leur transhumance, leur rite et les rituels, ils parviendront à préserver les fondamentaux de leur culture. Mais le jour où ces espaces seront rompus, ils seront obligés de s'adapter à un certain nombre de situations. Il y aura une évolution. Une culture authentique, immaculée, n'existe pas. Les cultures évoluent. Là-bas, en Afrique de l'Est, au Kenya, les Maasai constituent une culture extrêmement originale. Ils sont une population pastorale et nomade. Ce qui est fondamental dans la préservation d'une expression culturelle, ce n'est pas la fossilisation de l'expression, mais c'est la capacité de l'expression à prendre en compte les innovations de son temps, à les utiliser pour se renforcer elle-même. Et je pense que c'est cela qu'il faut cultiver, parce qu'on ne peut pas fossiliser les cultures et on ne peut pas demander à des personnes d'aujourd'hui de vivre comme hier. Les Maasai parlent une langue qu'on appelle le Ma. Et aujourd'hui, quand on part là-bas, dans l'Afrique de l'Est, on voit qu'ils parlent le Ma, mais aussi ils parlent l'anglais, parce qu'ils ont été colonisés par les Anglais. Le soir, à la lumière du feu de bois, le peintre est fasciné par la beauté des jeunes filles Maasai, aux formes longilines, parées de tissus teints en rouge vif et de colliers qui ressemblent à de larges plateaux multicolores, et du jeune guerrier Maasai, inséparable de sa lance acérée. Attachés aux coutumes ancestrales, les jeunes guerriers et les jeunes filles pratiquent encore les rites initiatiques. La
couleur rouge domine chez les Maasai, en hommage à leur terre. De la kora, les uns après les autres, ils s'éclipsent dans l'obscurité et l'isolement de la nuit, indifférents au temps qui passe. Voilà, chers téléspectateurs, nous passons à la dernière partie de notre émission avec la chronique de Soulé. Les leçons à tirer de cette situation de crise sanitaire. La manière dont les pays africains ou les pays pauvres ont été dirigés. Si tu veux, j'ai fait une petite liste là. Pour moi, il faudrait apprendre à gérer les économies. Par exemple, cette pandémie nous a permis de voir les insuffisances des structures hospitalières. Et la justice, cette fois-ci, c'était que personne, ni riche, ni pauvre, ni personne ne pouvait se déplacer et faire comme ça se fait souvent. Ceux qui sont nantis vont se faire soigner aux États-Unis, en Europe. On était tous sur un pied d'égalité. Logés à la même enseigne. Logés à la même enseigne. D'accord? Oui. Il faut réapprendre peut-être à se saluer sans se donner la main. Je sais que des gens m'ont dit souvent qu'eux, ils ont quelquefois contracté la grippe parce que ceux qui les avaient n'ont même pas averti qu'ils étaient malades. Oui, on s'est donné la main et on transmet ce virus-là. Donc il faut qu'on aille plus loin. Il faut réapprendre la solidarité. Bien sûr. Il faut revoir cette mondialisation frénétique qui fait que tout le monde, on parle de décentralisation. Les États-Unis sont allés mettre la fabrication des masques en Chine. La France, après, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Faire appeler tous ces gens-là. On s'est rendu compte que beaucoup de matériel, d'outils de prise en charge manquaient dans des pays dits développés. Oui. Alors, je ne parle pas de nos pays en voie de développement, etc. Et l'utilisation, maintenant, je vais terminer, excuse-moi, par l'utilisation de nos essences. Pourquoi aller à la recherche des médicaments de l'Occident alors que nous avons des essences? Nous avons des produits qui nous permettent que l'on utilise au quotidien. Bien sûr. Et qu'on pourrait maintenant séquencer de manière à les utiliser comme des médicaments pour les soins. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. C'est un apport, c'est exactement dans le même sens que moi. Surtout le dernier point. Pour nous les Africains, il ne faut pas le regard condescendant, il ne faut pas l'accepter. Il faut s'affirmer sur le terrain international. Il faut apporter. On a des savoir-faire. Il faut les mettre au profit de tout le monde. Il faut le mettre au service de tout le monde. Dans ce domaine, justement, les savoir-faire des tradis praticiens, je pense qu'il faut que la dictature de la science cesse. Les scientifiques devraient s'ouvrir à d'autres, à ce qu'on appelle la médecine alternative. Le savoir-faire ancestral. Certes, c'est peut-être les recettes de la grand-mère, mais d'accord. Pourquoi, en cette période où j'entendais avant de sortir tout à l'heure la formule du professeur Raoult ne fonctionne pas. Je dis, donc, où est-ce qu'on va avec tout ça? Qu'est-ce qui marche alors? Et donc, ces solutions africaines devraient être étudiées, devraient être acceptées, devraient être accueillies avec prudence, mais accueillies, pas rejetées. Et les produits traditionnels, n'est-ce pas, qui soignent en général, il faut les utiliser comme dans le système homéopathique.
En général, ce sont des médicaments qui sont en général des aliments en même temps. Oui. C'est ce qu'il faut faire, manger mieux, manger ce qui est bien pour l'organisme, manger ce qui est bien pour la santé, des médicaments, aliments, des alicaments. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que tout simplement, en prenant par dose homéopathique et régulièrement, j'y arrive, et régulièrement, certaines substances, je ne donnerai pas le nom parce que je ne suis pas spécialiste, j'ai une connaissance empirique. Voilà pourquoi je ne m'affirme pas pour donner des noms de ces produits-là. Mais en utilisant ces produits-là, par dose homéopathique, on réussit à garder l'organisme en bonne santé. La physiologie de l'organisme se trouve renforcée. Et justement, l'organisme est résistant à beaucoup de maladies, surtout aux maladies virales. Oui. Voilà. Pourquoi ne pas en faire des tisanes? Dans certains pays, le quinquilibre est au petit déjeuner. Exactement. Dans d'autres pays... Je me suis mis au quinquilibre. Oui, le quinquilibre est au petit déjeuner. Dans d'autres pays, cet arbre qu'on appelle moringa, qu'on met dans les sauces des repas de tous les jours. Et voilà, on se nourrit en se soignant. Et pourtant, le goût n'est pas altéré, justement. Et on a beaucoup de produits comme ça en Afrique qui nous nourrissent et qui nous soignent en même temps. Je pense que c'est une alternative à explorer et à adopter. Voilà. Et ce qu'on voit par rapport aux incertitudes et à la tristesse qui nous entoure, c'est parce que tout simplement, il y a beaucoup d'incivisme. Les gens qui ne respectent pas les règles barrières. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ce virus-là. Et ce qu'on va faire, malheureusement, c'est la sélection naturelle. Tout le monde aura le virus, les plus faibles vont mourir. Parce qu'en ce moment-là, je ne vois pas une envie de sauver qui que ce soit. L'envie, c'est de tout simplement que l'argent ne se perde pas pour ceux qui en ont déjà, qui veulent garder les dividendes. C'est ce que je vois. Alors apprenons à vivre avec le virus, mangeons mieux, mangeons en nous soignant, parce que justement, maintenant, c'est l'argent qui dirige, ceux qui sont faibles vont mourir. Tout simplement. C'est la tristesse que je vois. Par contre, il y a une note d'optimisme. La planète se sent mieux. Les voitures roulent moins. Bien sûr. On pollue moins. Bien sûr. Même si l'air est devenu plus respirable. Même si on s'est rendu compte que la délocalisation n'était pas toujours positive. La preuve, quand ils ont voulu les produits, les frontières étaient fermées et les produits étaient dans les pays où on payait moins pour faire travailler les gens qui sont pauvres. Merci Innocente, merci Soulé pour vos éclairages. Chers téléspectateurs, merci d'être restés avec nous. Passez une excellente nuit. À bientôt.